Agneta et Ingemar Westlund sont un couple de Suédois qui vit une vie normale dans un petit village tranquille. Mais un jour, Agneta meurt dans des circonstances effroyables et la vie d'Ingemar va être bouleversée à tout jamais. Je vais vous raconter leur histoire, restez bien jusqu'au bout puisque dans cette affaire, il y a un plot twist assez incroyable. Cette vidéo est sponsorisée par Oli, je suis super contente de vous présenter leurs produits parce que je les adore. Oli, c'est une marque de iced tea et de boissons énergisantes made in Berlin, donc de qualité allemande, et leurs boissons ont un bon goût frais et fruité que je trouve incroyable. Mais ce qui fait vraiment la différence avec Oli, c'est que leurs boissons sont plus saines, elles ne contiennent pas de sucre ni de taurine, et les arômes et colorants utilisés sont 100% naturels. En plus de ça, si vous êtes à la recherche d'un bon coup de boost, leur gamme énergie contient de la caféine cristallisée qui est plus efficace que la caféine classique puisqu'elle fait effet à plus long terme. Pour ce qui est de la gamme Iced Tea, tous les goûts contiennent des vitamines et des antioxydants, ce sont des boissons healthy, et comme ça se présente sous la forme de poudre que vous venez mélanger à un demi-litre d'eau, ça permet également de bien vous hydrater, c'est hyper rafraîchissant pour le sport ou pour les chaleurs estivales. Perso, leur iced tea pomme thé vert, c'est vraiment ma boisson chouchoute de l'été. Et comme en 2023, on fait aussi attention à l'environnement, sachez que commander Oli, c'est aussi plus écologique puisque vous pouvez commander votre saveur préférée sous la forme d'un pot qui vous évitera de jeter l'équivalent de 50 canettes classiques. Aujourd'hui, j'ai 2 codes promo à vous offrir. Avec mon code JESCRIM5, vous avez 5€ de réduction sur votre première commande. C'est-à-dire que le pack découverte, donc c'est les petits packs que j'ai ici, vous reviendra à 14,99€ ou bien 19,99€ avec le shaker. Et ensuite, avec le code JESCRIM, vous avez 10% de réduction sur vos commandes suivantes. Agneta Westlund est une femme suédoise de 63 ans qui vit dans le village de Loftahammar avec son mari Ingemar. Quand ils se sont rencontrés, Ingemar avait 19 ans et Agneta en avait 15 et ils sont immédiatement tombés follement amoureux. Ils ont fait un beau mariage à l'étranger dans la ville de Paris avant de rentrer en Suède et de s'installer dans la ville de Nacka en banlieue de Stockholm. Ils ont eu 2 enfants, 2 filles qu'ils ont appelées Carla et Teresa et ensuite quelques années plus tard, ils ont décidé de s'installer comme je vous le disais dans le petit village de Loftahammar, un village qu'ils connaissaient bien puisqu'ils y avaient une résidence secondaire dans laquelle ils passaient tous leurs étés. Loftahammar est un tout petit village charmant situé en bord de mer. C'est un village qui ne compte que 400 habitants. C'est le genre de village où il ne se passe pas grand-chose et où tout le monde se connaît, mais ça peut être difficile de s'intégrer dans ce type de village. Ça n'a pas été le cas d'Agneta et Ingemar puisqu'ils se sont tout de suite fait une place importante au sein de ce village. Agneta est coordinatrice culture et l'été, elle ouvre son garage au public pour y organiser une brocante. C'est vraiment une grande passion qu'elle a. Dès le mois d'avril, elle fait le tour de toutes les ventes aux enchères des environs pour chiner des pièces qui seront intéressantes à vendre dans sa brocante. Et Ingemar, quant à lui, est conseiller municipal. Donc comme je vous le disais, ils sont vraiment bien intégrés au village. Agneta est décrite par son entourage comme une femme magnifique et très drôle. Elle a aussi un lien particulier avec la nature et elle est particulièrement douée pour trouver des champignons. En fait, c'est une femme qui, quand elle se promène dans la forêt, sait exactement s'il y a des champignons à tel endroit et quel type de champignons. Et elle est particulièrement fan des chanterelles, elle sait les trouver à tous les coups. Le vendredi 5 septembre 2008, à 18h32 exactement, Agneta éteint son ordinateur pour aller promener son petit chien Yoke, une cigarette à la main. Elle s'enfonce dans les bois pendant qu'Ingemar attend tranquillement que la femme à laquelle il est marié depuis 42 ans revienne à la maison pour partager un dîner. Pendant ce temps, il décide d'entretenir le jardin, donc il sort son tracteur tondeuse et une fois fini, il prépare des spaghettis à la bolognaise et il se cale devant la télé pour regarder une compétition d'athlétisme. Cependant, à 20h20, la nuit est tombée et quand Ingemar constate que sa femme Agneta n'est toujours pas rentrée à la maison, il est très inquiet. Ça fait 1h30 qu'elle est partie, la promenade quotidienne de Yoke ne dure jamais aussi longtemps et en plus de ça, Agneta ne répond pas au téléphone. Dans un premier temps, il va décider d'appeler les amis d'Agneta un à un pour voir si par hasard elle ne serait pas allée rendre visite à l'un d'entre eux, mais ils lui répondent tous la même chose, Agneta n'est pas chez eux. Ingemar enfourche son quad pour partir à la recherche de sa femme. Il refait le trajet qu'elle avait l'habitude de faire avec le chien et il fait très rapidement une découverte
horrible. Il voit Agneta étendue sur le sol, il la reconnaît immédiatement à la veste rouge qu'elle portait, il s'approche d'elle et il remarque qu'elle a une blessure grave au genou. Il se jette sur sa femme pour la rassurer et lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, tout va aller bien ». Mais alors qu'il lève les yeux vers le visage d'Agneta, il est pétrifié. Et il comprend qu'Agneta n'est pas que blessée, elle est morte. Ingemar appelle une ambulance puis ses filles pour leur annoncer la mort de leur maman. Vu l'état du corps d'Agneta, ça ne fait aucun doute. Puis la police arrive à son tour et là, la maison des Westlund change radicalement d'ambiance. Alors qu'Ingemar s'apprête à déplacer un objet, un policier se jette sur lui en lui disant de surtout pas y toucher, qu'ils vont peut-être avoir besoin de relever des preuves sur cet objet. Et à ce moment-là, Ingemar comprend tout de suite qu'ils ne sont pas là pour le plaindre et pour le soutenir, mais qu'ils le considèrent comme un suspect. En effet, vu l'état d'Agneta, elle n'a clairement pas pu se faire ça toute seule, et étant donné que ça s'est produit dans un tout petit village, la police a vraiment de la peine à imaginer un tueur horrible caché derrière les buissons à la recherche d'une proie. Donc pour eux, ça ne fait aucun doute, si quelqu'un a pu faire ça à Agneta, c'est forcément Ingemar, d'autant plus qu'elle n'avait pas d'ennemis, il n'y a absolument aucune raison que quelqu'un d'autre s'en prenne à elle. Et les statistiques ne mentent pas, dans la majorité des cas, les femmes assassinées le sont par leur mari. D'ailleurs, en ce qui concerne les blessures d'Agneta, ni les médecins ni les policiers n'ont jamais rien vu de tel. Tout son corps est recouvert de bleu et de plaies. Elle a une plaie notamment assez importante en bas du dos qui fait 12 cm et qui ressemble à une blessure qui aurait été infligée par une roue. Elle a également une autre plaie importante, c'est celle au niveau de son genou. Je vous en ai parlé, c'est celle qu'Ingemar a immédiatement remarquée. Et en fait, son genou est complètement déchiqueté. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est planté à l'intérieur de son genou avant de tourner. La cause de la mort d'Agneta, donc finalement la blessure qui l'a tuée, c'est un écrasement de sa cage thoracique. L'autopsie d'Agneta confirme les soupçons des policiers puisque le médecin légiste va leur dire que le corps d'Agneta a été déplacé. Donc elle aurait très bien pu être tuée par Ingemar dans leur maison, puis il aurait déplacé le corps au bord de l'eau pour faire croire que ce n'était pas lui qui lui avait fait ça. En plus de ça, les blessures qu'il retrouve sur son corps coïncident selon lui à celles qui auraient pu être infligées par un tracteur tondeuse, véhicule bizarrement qu'Ingemar conduisait au moment de la disparition de sa femme. Les policiers trouvent également qu'Ingemar agissait bizarrement quand ils sont arrivés sur les lieux. En effet, Ingemar avait tendance à se contredire dans ses déclarations et pour couronner le tout, il n'avait pas d'alibi puisqu'il se trouvait seul chez lui. Il n'en fallait pas plus pour que les policiers arrêtent Ingemar. Teresa, la fille d'Ingemar qui la rejoint sur place, est complètement choquée. Pour elle, c'est impossible que son père ait pu faire ça. Et Ingemar lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Il est dans un état second avec le choc et il se dit simplement que les policiers sont en train de l'emmener au poste pour avoir sa déposition, pour qu'il puisse les aider à comprendre ce qui est arrivé à Agneta. Il ne comprend pas qu'il est en train de passer suspect numéro 1. Bon, une fois l'interrogatoire commencé, vu les questions qui lui sont posées, il comprend très vite les intentions des enquêteurs et il demande à avoir un avocat. Pendant ce temps, les policiers sont dans sa maison en train de relever toutes les preuves qu'ils peuvent. Ils vont passer le tracteur tondeuse au Blue Star et ça va révéler la présence de sang. Ils trouvent également du sang sur la pelouse et sur le quad d'Ingemar. Donc en fait, la théorie, ce serait qu'il aurait roulé sur sa femme avec le tracteur tondeuse pour la tuer. Ensuite, il aurait chargé son corps sur le quad avant d'aller le déposer au bord de l'eau, là où elle a été retrouvée. Bon, bien sûr, ce qu'ils ont découvert, il va falloir attendre les résultats d'analyse pour être sûr déjà que c'est bien du sang, mais également qu'il s'agit du sang d'Agneta. Ingemar passe 3 jours au total en garde à vue dans une petite cellule plongée dans le noir, meublée uniquement d'un matelas recouvert de plastique. Il a certes des toilettes, mais sans papier toilette, et il n'a pas accès à de l'eau. Il doit à chaque fois appeler les policiers pour pouvoir boire quelque chose. Ils lui servent à manger des plats congelés, pas très appétissants. Enfin, vraiment, il n'est pas très bien traité. Je vous rappelle que, certes, il est considéré comme suspect, mais il vient de perdre sa femme, donc si jamais c'est pas lui, il a vraiment été gardé dans cette cellule dans des conditions déplorables. Après ces 3 jours passés en garde à vue, Ingemar est transféré dans une prison. À ce moment-là, les résultats d'analyse ne sont toujours pas revenus, donc à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si c'est Ingemar qui a fait le coup, et en fait, son emprisonnement est basé uniquement sur des preuves circonstancielles. Quand finalement le laboratoire envoie les résultats à la police, eh bien le sang qui a été retrouvé sur la tondeuse, sur la pelouse et sur le quad est du sang d'un petit animal mélangé à de la rouille. Donc ce n'est absolument pas le sang
d'Agneta et faute de preuves suffisantes, Ingemar est relâché. Il aura passé 10 jours au total en prison, mais la police continue de croire en sa culpabilité et il compte bien tout faire pour le remettre derrière les barreaux. En plus de ça, il n'a absolument aucun soutien à Lofta Amar. Agneta, c'était une femme très appréciée, donc les habitants, quand ils voient dans la presse que c'est Ingemar qui est suspecté, pour eux ça ne fait aucun doute, il est coupable. Ingemar se retrouve seul, en deuil, et en plus de ça, la police ne répond plus à ses appels. Il n'arrête pas de leur envoyer des lettres, il n'arrête pas d'essayer de les contacter, mais il l'ignore complètement. Et même ses filles Carla et Teresa, quand elles essayent de contacter les policiers, ils les ignorent. Donc à ce stade, elles ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leur mère. En effet, les policiers sont en train de continuer leur enquête. Ils envoient 250 éléments de plus à analyser au laboratoire. Ils ont vraiment tout fouillé, la scène de crime, la maison des Westlund, les environs. Ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient. C'est le plus grand nombre de preuves qui ait jamais été envoyé dans ce laboratoire. Et le but, c'est encore une fois de prouver la culpabilité d'Ingemar. Ils vont également conduire 200 interrogatoires. Ils interrogent toutes les personnes qui connaissent de près ou de loin les Westlund à la recherche d'un mobile. Ingemar était-il jaloux? Agneta avait-elle un amant? Est-ce que le couple avait des problèmes financiers? Il ne laisse aucune piste de côté et Ingemar est mis sur écoute. À ce moment-là, ça devient limite de l'acharnement puisque, comme je vous l'ai dit, le laboratoire n'a pas trouvé de sang appartenant à Agneta sur le tracteur tondeuse, mais les policiers continuent de penser qu'il a utilisé ce fameux tracteur pour assassiner sa femme. Ils vont même utiliser un tracteur tondeuse similaire pour rouler sur un cadavre de cochon et ils ont l'impression que les blessures faites au cochon ressemblent aux blessures d'Agneta, donc ça va confirmer leurs doutes. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils ne trouvent absolument aucune preuve de l'implication d'Ingemar. Tout ce qu'ils arrivent à découvrir, c'est que c'était un couple normal, un couple heureux, un couple amoureux. Ingemar n'avait absolument aucune raison de vouloir faire du mal à sa femme et les charges pesant sur lui sont abandonné. Ingemar ne l'apprend même pas de la bouche de la police, il va l'entendre de la bouche d'un journaliste qui l'appelle pour le lui annoncer le 28 janvier. Donc Ingemar a passé les fêtes de Noël et le Nouvel An à être considéré comme un suspect, à stresser, à pas savoir ce qui est arrivé à sa femme. Juste après sa sortie de prison, Ingemar était parti vivre à Naka chez sa fille Teresa pour ne pas rester seul, mais maintenant que les charges contre lui ont été abandonnées, il se dit qu'à Lofta Amar, la situation doit être apaisée et il retourne au village. Mais en réalité, même si la police ne le considère plus comme un suspect, pour les habitants de Lofta Amar, il est toujours coupable. Quand il passe dans la rue, des regards inquiets se braquent sur lui et il y a même une rumeur qui circule et qui dit qu'il aurait acheté un nouveau tracteur tondeuse. En fait, pour les habitants de Lofta Amar, c'est un espèce de tueur en série sanguinaire qui n'attend que la bonne occasion pour se jeter sur un de ses voisins avec sa tondeuse. Quand ils ont appris qu'Ingemar avait été libéré de prison, ils avaient tellement peur qu'ils se sont barricadés chez eux et qu'ils osaient plus sortir. Quelque part, c'est assez logique parce qu'on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Agneta, donc tant qu'on n'a pas d'explication, Ingemar garde sa mauvaise réputation. D'ailleurs, lui, il a envie de résoudre cette affaire, il a envie de savoir ce qui est arrivé à sa femme, et pour ça, il a une idée. Il prend avec lui son chien Yoke, donc qui était présent avec sa femme au moment où elle a été tuée, et il se dit qu'il va refaire le trajet fait par Agneta, et on sait jamais, peut-être que le chien va le conduire quelque part, va l'amener à un indice, peut-être que le comportement du chien va lui donner des informations sur ce qui s'est passé. Bon, en vrai, ça ne donne rien, mais au moins il aura le mérite d'avoir essayé. La vérité, c'est un technicien légal du nom de Johan Brune qui va la faire éclater. Johan a très envie d'élucider ce meurtre, et alors qu'il jette un œil à toutes les preuves qui leur avaient été amenées par les policiers, son regard s'arrête sur certaines d'entre elles qui n'ont jamais été analysées. En effet, il faut savoir que sur le corps d'Agneta se trouvaient des poils, mais vu qu'elle était accompagnée de son chien, eh bien les enquêteurs se sont tout simplement dit qu'il s'agissait des poils de Yoke, et ce, même si certains d'entre eux ont été retrouvés dans des endroits assez étranges. Pour tout vous dire, Agneta avait des poils d'animal dans l'œil. Je sais pas comment ça a pu sembler normal aux policiers, je sais pas quel genre de femme se balade tranquillement en bord de mer avec des poils de chien dans l'œil, mais bon, en tout cas, ils ont pas jugé utile d'analyser ces poils-là. Johan, lui, va le faire, et il constate que ce sont des poils
d'élan. Pour en avoir le cœur net, Johan va également envoyer la veste d'Agneta à des collègues à lui. Il y avait des traces suspectes qui avaient été retrouvées sur cette veste et il ne savait pas vraiment d'où ça venait. Et ses collègues l'appellent après avoir réalisé cette analyse pour lui annoncer qu'il s'agit d'un très gros volume de bave d'élan. Agneta a été tuée par un élan. Bon, à la défense de la police, c'est pas un animal qui est connu pour être agressif envers les humains. Bien évidemment, ça reste un animal sauvage, mais je veux dire, on croise un ours ou un loup, on va avoir peur, on va se méfier, mais si on croise un élan, je veux dire, on fait notre vie, il fait la sienne. C'est comme croiser un cerf, une biche, enfin, je veux dire, c'est pas un animal dont on a peur spontanément. Mais en réalité, ce n'est pas la première fois qu'un élan attaque un être humain. Bon, ils vont pas le faire sans raison, c'est pas un animal qui va se jeter comme ça sur un humain juste pour lui faire du mal ou pour le manger, mais si on leur fait du mal et qu'en plus ils sont déjà dans un mauvais jour, eh bien ça peut déclencher une attaque de leur part. Il y a par exemple une femme qui a été également tuée par un élan parce que des enfants s'étaient amusés pendant des heures à lancer des boules de neige sur le pauvre animal, donc il était dans une situation où il était très énervé et quand il a croisé cette femme, eh bien malheureusement, il s'en est pris à elle. Dans le cas d'Agneta, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais l'attaque a eu lieu durant la période de reproduction des élans, donc c'est déjà une période pendant laquelle ils sont sur les nerfs, et étant donné qu'Agneta était accompagnée de son petit chien Yoke, la théorie de la police, c'est que Yoke aurait été agressé l'élan, il lui aurait aboyé dessus ou quelque chose comme ça aurait énervé l'élan, et en voyant que l'élan devenait agressif, Yoke aurait eu peur, il aurait couru vers sa maîtresse pour se cacher derrière elle, pour se protéger, et l'élan aurait donc décidé d'attaquer Agneta. D'ailleurs, on ne sait jamais si un jour vous tombez sur un élan agressif, et bien le seul moyen de s'en sortir, c'est de rester debout. Bon, je sais, c'est facile à dire, face à un tel animal, on tombe quand même plutôt facilement. Mais si vous tombez au sol, c'est fini pour vous puisque l'élan va se mettre à vous piétiner et c'est ce qui est arrivé à Agneta. Il y a également une deuxième théorie qui circule pour expliquer l'agressivité de l'élan, c'est qu'il aurait mangé des pommes fermentées et qu'il aurait donc été alcoolisé et l'alcool a tendance à rendre plus méchants les animaux. Mais bon, la police n'a pas essayé de retrouver l'élan, ils n'ont pas essayé d'enquêter plus que ça à ce sujet. À partir du moment où ils ont su que c'était un élan qui avait fait le coup, bon bah voilà, ils s'en sont tenus là, donc on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Ingemar est appelé par la police à la suite de ses découvertes, mais quand au téléphone il comprend qu'ils sont sur le point de lui dire ce qui est arrivé à Agneta, il leur dit non. Hors de question que vous me disiez ça au téléphone, je vais me déplacer, je viens vous voir et vous allez me le dire en face dans les yeux et je vais venir avec mes filles parce qu'elles aussi elles ont le droit de savoir. Quand il arrive et que la police lui dit qu'en fait sa femme a été tuée par un élan, franchement au début il croit que c'est une blague. Il leur dit oui bah en fait vous cherchez juste à clore le dossier, à vous débarrasser de cette affaire, vous vous êtes dit on va mettre ça sur le dos d'un élan et comme ça c'est réglé. Mais en fait la police lui dit que non, ils sont pas du tout en train de lui faire une blague, c'est réellement ce qui s'est passé, ils ont retrouvé une grande quantité d'ADN d'élan sur le corps d'Agneta et là Ingemar est révolté. Déjà, il leur demande pourquoi ils n'ont pas découvert ça dès le début, ce à quoi les policiers lui répondent sans aucune honte qu'en fait, étant donné qu'ils cherchaient uniquement son ADN à lui, eh bien, ces résultats-là ne leur sont pas parvenus, mais en plus de ça, il n'y a pas que l'ADN qui pouvait mettre les policiers sur la piste de l'élan. Déjà, quand ils sont arrivés sur la scène de crime, ils ont vu qu'à proximité, il y avait des crottes d'élan et également des empreintes de pas appartenant à un élan. Ils ont également utilisé des chiens pisteurs et les chiens pisteurs ont emmené les policiers vers un élan qui était en train de se balader à côté de la maison des Westlund. Et pour finir, Ingemar leur a également dit qu'il avait entendu un gros bruit au moment où il cherchait le corps de sa femme, au moment où elle avait encore disparu. Et ce gros bruit lui avait fait penser soit à un élan qui se jette à l'eau, soit à quelqu'un qui est en train de pousser un bateau dans l'eau. En tout cas, c'était un bruit puissant de quelque chose qui était propulsé dans l'eau. Et ce bruit-là, les enquêteurs l'ont complètement ignoré. Ils n'ont pas cherché à savoir à quoi ça correspondait. Et puis franchement, maintenant qu'on sait ce qui est arrivé, comment on peut confondre des blessures laissées par un élan et des blessures laissées par un tracteur-tondeuse? J'ai vraiment du mal à croire que ce soit des blessures similaires. Un élan, on parle quand même d'un animal pour les mâles qui font entre 400 et 700 kilos. Vous imaginez vous faire piétiner par quelque chose de 600 kilos? Je sais pas combien pesait celui-ci, mais imaginons 600 kilos. Vous allez avoir des os brisés, vous allez avoir le corps écrasé, alors qu'un tracteur-tondeuse, j'imagine que vous avez plutôt des traces de coupure puisque c'est une lame qui va venir vous déchirer la peau. Je comprends pas du tout comment ils ont pu confondre les deux, ça me paraît invraisemblable. Même la police a avoué ses erreurs. En même temps, j'ai envie de dire, s'ils continuaient à dire que l'enquête avait été parfaite,
personne les aurait pris au sérieux. Et le policier qui avait interrogé Ingemar a tenu à lui envoyer une lettre de 9 pages dans laquelle il a détaillé toutes les erreurs qui ont été faites dans cette enquête. Il a expliqué notamment qu'ils auraient pas dû se concentrer sur lui aussi longtemps, et en fait à la fin leur stratégie c'était tout simplement de ne rien faire. Vu qu'ils avaient mis Ingemar sur écoute, il s'était dit qu'au bout d'un moment il allait se griller tout seul, il allait avouer le meurtre au téléphone, ce qui bien évidemment n'est jamais arrivé. Le médecin légiste a lui aussi reconnu avoir fait des erreurs, puisque c'est son rapport qui a laissé penser à la police que l'arme du crime était une tondeuse, et également si vous vous souvenez il avait dit que le corps avait été déplacé. Or, non, en fait, il a été tué sur place par l'élan. Bien évidemment, cette lettre, ça ne suffit pas pour Ingemar. Il aurait aimé des excuses, parce que c'est des lettres d'explication, mais il n'y a absolument aucune excuse dedans. C'est juste, voilà ce qui s'est passé. En plus de ça, il a demandé la somme de 621 000 couronnes de dommages et intérêts. Ça fait environ 54 000 €. Je trouve que c'est correct par rapport à ce qu'il a subi. Il a demandé en fait 300 000 couronnes pour les souffrances qu'il a ressenties et 321 000 couronnes pour la perte de revenus, puisque bien évidemment il est resté en prison. Ensuite il pouvait plus travailler également parce qu'il était vu comme un tueur à Lofta Hamar, là où il travaillait à la base. Et au final la justice ne lui a accordé que 24 000 couronnes, une somme dérisoire puisque ça fait 2 000 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que c'est vraiment très peu par rapport au préjudice subi. Et en plus de ça, je vous rappelle également que Ingemar a dû quitter la ville de Lofta Hamar. Il est parti vivre à Naka, alors qu'il avait tous ses souvenirs à Lofta Hamar et que de base, il comptait rester habité là. En effet, même après que la police ait tenu une conférence de presse pour expliquer que c'était un élan qui avait tué Agneta, eh bien, la très grande majorité des habitants de Lofta Hamar ont refusé d'y croire. Après, on peut les comprendre parce qu'ils ont passé 6 mois à entendre que c'était Ingemar qui avait tué sa femme, ensuite encore 6 mois sans aucune explication, et soudain la police arrive avec une explication complètement différente qui n'a rien à voir. Donc pour eux, il n'y a pas de fumée sans feu. Si Ingemar a été soupçonné aussi longtemps, c'est pas pour rien. Un journal local a même fait un sondage auprès d'une poignée d'habitants pour savoir ce qu'ils en pensaient, et 100% d'entre eux on dit qu'il considérait toujours Ingemar comme le coupable. C'est devant l'ambiance horrible dans le village et également suite à la blague d'un de ses voisins qui a décidé de déposer devant sa porte un élan en étain en taille réelle qu'Ingemar a décidé de quitter Lofta Hamar. Il en avait vraiment marre de tout ça et il s'est installé à Naka auprès de sa fille Teresa et auprès de ses 6 petits-enfants. Les dernières nouvelles d'Ingemar que j'ai trouvées datent de 2021 et à cette date, il vivait toujours à Naka auprès de ses filles et avec son petit chien Yoke qui était toujours en vie à ce moment-là. Ingemar n'avait toujours pas reçu d'excuses de la part de la police ou de la part de la justice. Lui et ses filles affirment qu'il n'est plus le même homme. Cette expérience l'a vraiment traumatisé et il ressent une profonde tristesse. Il a écrit un livre pour raconter son histoire, je vous le mets à l'écran, mais j'ai pas trouvé de traduction en anglais ou en français, donc je pense qu'il existe qu'en suédois, mais on sait jamais s'il y en a certains d'entre vous qui parlent suédois et qui sont intéressés. Je vous le montre quand même. Petite anecdote aussi, Ingemar a eu la surprise de découvrir dans sa boîte aux lettres une lettre qui lui disait qu'on allait lui prélever sur sa retraite la somme de 80 couronnes pour chaque jour passé en détention. Donc 80 couronnes, ça fait 7 €, c'est pas une somme non plus monumentale, mais quand même, sachant qu'il a été incarcéré sans preuve, c'est quand même assez fou. Bref, j'espère vraiment qu'Ingemar va réussir à trouver la paix malgré l'attitude de la justice et que la fin de sa vie sera douce. Il le mérite. C'est tout pour cette affaire, je remercie Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien pour commander leur boisson est dans la description et en commentaire épinglé. Je vous rappelle qu'avec le code JESCRIM5, vous avez droit à 5 € de réduction sur votre première commande. Puis ensuite, avec le code JESCRIM, vous aurez 10% sur vos prochaines commandes. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.